La suite avec vous de ce travail d'arabe. Je voulais revenir sur les affrontements qui ont lieu en ce moment avec j'allais dire l'Afghanistan. Non, non, avec la guerre qui se déroule actuellement, les affrontements militaires entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Juste rappeler qu'aujourd'hui la France a pris parti plus ou moins du bout des lèvres ou clairement pour l'Arménie. On se demande bien comment, pour arrêter une guerre, il ne faudrait pas se poser dans la neutralité. Donc Macron, plus neutre que ça, ne montrez pas trop vos choix vers l'Arménie. Ça va exacerber les Turcs et ça ne va pas arrêter la guerre. J'espère qu'il n'y a pas de grandes puissances qui sont derrière pour allumer le feu, hein, pour détruire une partie de cette Europe, pour vendre des armes. Il y avait le grand écrivain Anatole France qui disait « On croit se battre pour la liberté, les droits de l'homme et tout le baratin, alors qu'on se bat pour des marchands d'armes. On se bat pour Wall Street, on se bat pour la bourse, on se bat pour les banques uniquement et pour les fabricants d'armes, bien évidemment. Est-ce que les guerres ayant détruit une partie du Moyen-Orient et de l'Afrique, eh bien, elles ne se rapprochent pas ici pour essayer de vendre encore des armes? Il y a un peu de ça quand même, à y réfléchir. Bref, Macron ne garde pas les distances nécessaires et continue à titiller la Turquie. Visiblement, Erdogan l'agace. Erdogan reçoit, comme on le dit, 1 million de migrants. Le Liban, tout petit pays, reçoit 1 million de migrants avec infiniment moins de moyens dans une crise comme jamais. Elle reçoit 1 million de migrants, donc les leçons, il faut arrêter quand même. Hein. Voyons un peu voir ce que la Grèce subit, la brutalité de la finance européenne. Lisez encore une fois le livre de Yanis Varoufakis, Conversation entre adultes. Ça veut dire on arrête de déconner, on se met autour d'une table et on parle entre adultes parce qu'il est question de l'avenir du monde, de l'avenir de millions d'êtres humains. Yanis Varoufakis, visiblement, n'a pas été suivi et il a été trahi par son propre Premier ministre, Varoufakis. Dans le livre, il dit comment il a reconnu le traître dans son Premier ministre lorsque le jour où il s'est retourné alors qu'il lui parlait et il lui fait face avec des lunettes noires à la James Bond et un cigare dans la bouche. Il dit, j'ai compris que ce mec-là avait retourné sa veste et que l'Europe l'avait acheté. C'était un vendu. Et donc il démissionne. Et il explique tous les détails, il explique l'arrogance, la brutalité quasiment physique qu'il reçoit lorsqu'il reçoit les mensonges et les émissaires de l'Europe. C'est cette racaille en col blanc qui gouverne l'Europe, est bonne, elle sévit dans le porte-monnaie des Français, dans le quotidien de tous les pays, sur les 500 millions d'Européens. Aujourd'hui, la guerre est aux portes et apparemment, Macron préfère, je ne sais pas, choisir les options, genre je donne des leçons. Non, il ne faut pas donner de leçons. Les leçons, c'est ici qu'il faudrait les donner et surtout prendre des leçons de ceux qui savent. Prendre des leçons de ceux qui savent, autrement dit des grands, des sages, qu'il faudrait prendre ces leçons. Donc Erdogan, lui, est de chaque côté. Alors aujourd'hui, je sais que la France a rappelé, la France, la plutocratie, les quelques-uns qui dirigent, exigent de la Turquie qu'elle reconnaisse le génocide arménien. Ce à quoi Erdogan a répondu, commencez vous-même par reconnaître le génocide algérien. Et là, peut-être, on pourra commencer à discuter. Vous nous donnez des leçons, commencez par les appliquer à vous-même. C'est une façon aussi de répliquer. Je disais qu'aujourd'hui, il est très dur donc de critiquer ceux du pouvoir qui ont la légitimité, même s'ils ont été élus par 2 tondus et 3 pèlerins, ils ont la légitimité de prendre les décisions sur 100% du peuple aujourd'hui, et même plus que ça, d'exercer une forme de brutalité sous couvert de justice en laissant crever ou en faisant mourir des commerçants comme dans la région PACA. Je vous le rappelais, on verra ce que la justice en décidera de cette décision brutale, qui est une décision quasiment, qui est une forme de racisme régional, diront certains. On ne comprend pas pourquoi Marseille, d'autant que les chiffres sont très discutés et discutables vis-à-vis des grands professeurs qui disent non, non, non. Aujourd'hui, la moitié des cas, ce sont des faux positifs. Parfois, ils disent même qu'il y a 90% de faux positifs. Qui croire, qui comment, mais on ne peut pas comme ça, sur ce doute-là, exiger une fermeture comme ça pendant 10 jours et donc d'assassiner économiquement une région. Derrière la région, il y a des gens. Il y a des commerçants, il y a des familles, etc. Il y a tout un tissu social dont apparemment Véran et tutti quanti font fi. C'est pas grave, c'est pas là, etc. Et puis on veut montrer que c'est nous qui décidons finalement de ce qui doit être et de comment il faut le faire. Et le cas échéant, nous avons la répression avec nous, genre le bras armé, le droit, etc. pour nous. Et donc ça s'appelle la légitimité. Laissez-moi légèrement rigoler.
La Tunisie, actuellement, Maya, qu'on vient d'écouter. Maya. Alors, la Tunisie est un des pays du Maghreb qui, lui, il a terminé le confinement. Tout le baratin dit c'est bon, on travaille, on a besoin d'avancer et de rééquilibrer notre économie. Tout le monde attend la réaction aussi en Algérie. C'est pas ce qui se passe. Les gens veulent aller en vacances, comprendre. D'autant plus qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Ok? Au Maroc, kiff kiff. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire. La Hollande ne raconte pas d'histoire. Il n'y a pas de confinement, il n'y a rien. Nous, tout le monde est immunisé, on a des hôpitaux, etc. Les gens qui doivent porter des masques sont ceux qui le veulent parce qu'ils sont positifs. Sinon, basta. Les pays scandinaves. La Tunisie, quelque part, elle est scandinave aujourd'hui. Elle est entrée là-bas. Elle ne veut plus, elle, en tous les cas, en ce qui la concerne, raconter des histoires. Elle veut raconter son histoire. De Carthage, peut-être, à la conquête musulmane, éventuellement, à la période berbère. Elle veut raconter son histoire. Elle ne peut pas raconter d'histoire. Elle n'a pas besoin qu'on l'endorme. Les Tunisiens doivent rester éveillés. Les Algériens veulent se réveiller. Les Marocains veulent se réveiller. Et les Français veulent rester éveillés aussi. Et c'est pour ça qu'ils résistent à leur façon, en s'accrochant évidemment à ce qu'il y a de plus grand chez les Hippocrates d'aujourd'hui, chez les Ibn Sina et les Ibn Rushd d'aujourd'hui, autrement dit, comme je le répète, les grands professeurs qui ont écrit des livres, professeur Perron, Raoult, Toussaint, Delépine, Outubiana et bien d'autres aussi, puisqu'il y a plus de 200 médecins qui ont fait une pétition pour soutenir Raoult. Parce que les rigolos du Conseil des médecins, de l'ordre des médecins, qui ne peut pas d'ailleurs le traduire en justice, hein, c'est simplement du baratin, de la communication pour le discréditer. Et je peux vous dire que les BFM TV et CNews ont fait le coq pour dire « Ah, il est poursuivi, le Conseil de l'ordre veut le démettre ». Tout ça, c'est du pipeau. Ils ne peuvent pas la ramener, tout ça, juridiquement, zéro. Ils ne peuvent pas le faire, mais c'est simplement de la, communication. Marseille qui ne mérite pas ce sort, puisque je vous le disais, Marseille est la ville qui, à partir du XVe siècle, avec ses accords avec qui? Eh bien avec le Erdogan de l'époque. Eh oui, et le Macron de l'époque. Le Macron de l'époque, c'était qui? C'était François Ier. C'était autre chose qu'aujourd'hui, François Ier quand même. Hein. En plus, c'était un tombeur, lui. Hein. Ah, il aimait les femmes, lui. Hein. Ah, c'est bien, on aime bien un roi qui en impose par sa virilité. Je ne fais pas de prosélytisme. François Ier était connu pour son ardeur et sa présence. François Ier. Et c'était le Macron de l'époque. Enfin, non, je ne peux pas comparer les deux. C'est vrai que l'autre avait une barbe, une moustache, il était viril, quoi, c'est ce que je veux dire. Et en face de lui, il y avait le Erdogan de l'époque, qui était aussi viril, qui était Soliman le Magnifique. Il faut un accord au XVe siècle, et Marseille explose littéralement économiquement. Autrement dit, elle devient la mère nourricière de la France. Rien que pour ça, on ne devrait pas lui faire un coup pareil. Aujourd'hui, on traite Marseille, et une partie de la France, parce que c'est Marseille aujourd'hui, c'est la région PACA, et si les Français ne se lèvent pas ensemble, ça sera vous, demain, pourront décider, selon l'humeur de certains, ou des chiffres indéchiffrables, que telle région est malade, et on va la fermer. Aujourd'hui, s'il n'y a pas un mouvement solidaire, c'est la France qui va complètement s'écraser comme une crêpe. Donc, pourquoi traiter Marseille comme une pestiférée? Elle a connu la peste, Marseille, en 1720. C'était une autre peste, effectivement. Et honte au professeur Salomon, au porte-parole du Conseil sanitaire, ou je ne sais autre qui impose depuis toujours, Salomon, qui a osé comparer ce qui se passe avec le corona, qui est une forme de grippe ou de rhume, à la peste. À la peste a connu Marseille, mais enfin, il ne connaît pas l'histoire. Il a même osé comparer ce qui se passe au corona avec la peste du XVe siècle qui a ravagé la France, ou avec la grippe espagnole de 1915. Mais enfin, on est fou. Il n'y a pas un historien qui lui a sauté au cou à Salomon et lui a dit « Mais taisez-vous, mais enfin, arrêtez d'effrayer les gens. Arrêtez la psychose. Arrêtez de mentir. Historiquement, c'est faux ce que vous dites. Médicalement, c'est faux. Sur le plan sanitaire, c'est faux. Non, il a pu terroriser les gens en laissant croire que vous alliez mourir demain si vous ouvriez votre porte. » Alors, on a aussi, ils ont encore essayé de nous faire encore peur davantage en nous imposant la loi Avia. La loi Avia, c'était la ministre, vous savez, qui a été un peu mis à l'écart, parce que, bon, elle voulait faire une loi pour nous faire la fermer carrément, quoi, la censure directe. Le Conseil d'État l'a retoqué. Merci que le Conseil d'État se soit réveillé à un moment. Merci à tous. La loi Avia, c'était une façon que tout le monde s'écrase, quoi. Ça aurait permis au moindre policier de voir un contenu un petit peu dangereux ou qui ne serait pas politiquement correct, d'interdire la vidéo et de censurer, de poursuivre les personnes. Ce qui est absolument incroyable dans le cadre de la liberté d'expression.
Cette ministre dont j'ai oublié le nom a été un peu virée du gouvernement, et c'est plutôt pas mal. Elle avait été surtout connue à l'époque, pas pour son travail de ministre ou de sous-fifre ou de député, non. Elle avait sauté à la gorge, elle avait mordu un chauffeur de taxi, parce qu'il n'était pas d'accord sur l'addition. Rendez-vous compte quand même, une députée de la République En Marche qui mord un chauffeur de taxi en plein Paris. C'est hallucinant, on croit rêver. Bon, c'est elle qui avait pondu cette loi, la loi Avia. Elle a été dégagée, mais... Comme Macron n'aime pas, effectivement, il est retors, hein, un peu, c'est son côté capricieux, c'est peut-être son côté enfant gâté. Un homme qui n'a jamais connu la France d'en bas, puisque pour lui, nous sommes uniquement des Gaulois, hein, des Gaulois revêches ou des Amish, des baltringues, des has-been, des relégués du système, des fragiles de la courbure, des retardés du cerveau. Il n'y a que lui et ses grandes écoles et son fric et quelques happy few qui savent le monde. Nous, on n'est quand même que des blaireaux, des ringards, des arrivistes, des arriérés. Des hommes de Cro-Magnon, clair et net, il faut qu'on retourne dans nos grottes, ou des néandertaliens. Vous savez, on fonctionne avec notre cerveau reptilien encore, on a encore une bande de nazes complètement. Et lui, l'élite, ne l'avait-il pas dit d'ailleurs, lui, avec celui qui avait été surpris en train de se gratter la quéquette, là, le ministre, vous savez, j'ai oublié son nom, ouais, le petit poilu, le petit poil de cheveux, là, qui avait dit « Nous sommes trop intelligents, notre discours, les Français ne le comprennent pas ». Merci du compliment, merci pour les gifles au quotidien, merci pour les crachats que vous mettez à la tronche des Français. Nous serions trop bêtes pour comprendre le langage de la République En Marche. J'avais entendu des choses, hein, mais vite, faites de l'humour les mecs, allez au cirque, mettez-vous une grosse plume dans le derrière et un nez rouge, et lâchez-nous un peu définitivement. Les injures, on en a bouffé quand même, les crachats, on les a essuyés, il faut quand même arrêter d'injurier des millions de personnes qui vous ont rien demandé, sauf de leur lâchez tout, et faut arrêter. Bref, ces gens qui donnent des leçons à tout le monde, ça me rappelle ce que disait notamment le grand George Orwell qui disait « Un peuple qui élit des renégats, des voleurs, des menteurs, des imposteurs, eh bien ce peuple-là n'est pas victime, il est complice. Ce peuple-là n'est pas victime, il est complice puisqu'il a élu tous ces voyous, ces imposteurs, ces renégats, ces voleurs et ces traîtres. Il n'est pas complice, il est complice. Il n'est pas victime, il est complice. Donc, attention à ce qu'on va faire. Aujourd'hui, pour parler du pouvoir, il faut le faire avec beaucoup d'humour. Moi, j'ai pas d'humour, j'ai pas le savoir, la science infuse, comme l'auraient certains. Comme je disais, moi, je ne sais pas copier les humoristes pour faire drôle. Je ne sais pas copier Gad Elmaleh. Lui, c'est voler les blagues des autres, comme je le disais, ou d'autres humoristes savent voler les blagues des autres et venir faire le fanfaron sur les plateaux télé, alors qu'ils ont volé l'humour des autres. Moi, je sais pas. Donc, je parle avec mes mots, avec simplicité. C'est pas drôle, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être compris, d'être entendu un peu. Et ou de pouvoir parler aujourd'hui, critiquer un petit peu et de gloser sur les intouchables d'en haut, c'est de parler à la façon peut-être de La Fontaine, qui lui faisait parler des animaux pour mieux cracher sur ceux qui possédaient le pouvoir. Et il y a un de ses poèmes qui est très intéressant qui s'appelle Le Conseil des rats. Je pense qu'il faisait allusion au Conseil du roi. Conseil du roi, c'est les conseillers du roi. On aurait pu dire aujourd'hui Conseil des ministres, lui appelait ça le Conseil des rats. C'est vous dire le dégoût qu'il avait pour ces gens-là du système, le conseil des rats, et il les compare à des rats pour mieux parler et dénoncer leur forfaiture et leur médiocrité. Donc aujourd'hui, peut-être faudra avoir cette aisance verbale, cette connaissance du verbe, ce sens du quatrain, de la rime, etc., pour pouvoir dénoncer sans se faire attraper par la censure qui s'appelle Avia, sans s'appeler Avia, qui s'appelle tais-toi, mets un masque, écrase, sinon tu te prends une amende, sinon tu es poursuivi. La loi Avia n'est pas là, mais il semblerait qu'elle revient par la bande. Comme on dit, j'ai cru voir qu'au Conseil européen, qu'à la Communauté européenne, là-bas, à la grande maison, la maison d'arrêt des libertés, Conseil européen, qu'il y a une forme de loi Avia qui se préparait aussi, m'a-t-on dit. Bref, restez vigilants, ouvrez les yeux, chers amis, et puis merci à vous. Et si vous avez aimé donc cette vidéo, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce ou alors à la partager, faire des commentaires ou vous abonner. Merci à vous.